Bonjour tout le monde, un énorme mouvement arrive sur le Bitcoin, sur le marché des cryptos. On ne sait pas vraiment si c'est à la hausse ou à la baisse, mais à travers cette analyse que je vous propose aujourd'hui, on va essayer de le déterminer. Concrètement, on va essayer de voir si, en termes de probabilité, le marché a plus de chances de monter ou de descendre. Et pour cela, on va se servir de deux éléments très importants. Tout d'abord, la volatilité du marché actuel, qu'on va pouvoir regarder sur 30 jours, sur plusieurs mois, etc. On va pouvoir finalement regarder ça sur plusieurs time frames de volatilité, vous allez comprendre. Et le deuxième élément, c'est la temporalité. Tout simplement, ce sont deux choses qu'on va pouvoir assembler pour essayer justement de voir comment est-ce que le marché pourrait se comporter dans les semaines, mois qui viennent. Ensuite, je vais zoomer sur cette partie du graphique, donc plus court terme finalement, parce que la première analyse qu'on va faire sera sur quelque chose d'assez long terme, sur du 4-5 ans au niveau du Bitcoin. On va zoomer ensuite sur quelque chose qui finalement traîne depuis 2 mois, un marché qui stagne, voir un peu où nous nous trouvons, les points de support, les points de résistance, où est-ce que le marché peut rebondir. Voilà, une analyse technique un peu plus court terme, qui nous en apprendra probablement davantage sur ce qui pourrait se passer dans les jours qui viennent, peut-être dans les semaines qui viennent, mais pas plus. Voilà. Ceci étant dit, si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner, à liker l'émission du jour. Moi, je vais vous passer la très très courte introduction et je vous retrouve directement pour le début de cette émission. À tout de suite. Avant de débuter, je vous montre un outil que je vous partage sur cette chaîne, un tableur que j'ai créé de toutes pièces qui récupère automatiquement et qui actualise le prix des cryptos. Donc vous ajoutez vos cryptos sur cet outil tout simplement que vous possédez. Même si vous avez 10-15 plateformes, vous allez pouvoir tout inscrire sur cet outil et le prix des cryptos s'actualise toutes les heures automatiquement en fait grâce à un petit programme informatique. Et donc vous, ça vous permet de savoir où vous en êtes, savoir sur votre portefeuille, donc vous avez la partie stablecoin, la partie crypto, savoir exactement combien de pourcentage de Bitcoin vous avez par rapport au portefeuille global, d'altcoin également, combien vous en avez. Vous avez des stats en fait qui vous permettent de prendre les bonnes décisions simplement sur les transactions que vous devez faire. Comment est-ce que vous pouvez rééquilibrer votre portefeuille et comment est-ce qu'il est diversifié en termes de plateforme, en termes de crypto. Évidemment, c'est plus intéressant d'avoir de l'argent réparti sur plein de plateformes différentes, sur plein de cryptos différentes, plutôt que de tout avoir sur une seule crypto, sur une seule plateforme. À ce moment-là, c'est évident que vous prenez plus de risques. Et cet outil, simplement, il vous aide à accomplir tout ça. Et vous pouvez connaître en temps réel vos gains, vos pertes, votre ROI, etc. par rapport à ce que vous avez investi à la base. Voilà, il est assez complet, il y a plusieurs onglets. Je détaille vraiment son fonctionnement sur une émission que je vous mets maintenant en haut à droite. Vous pouvez cliquer dessus, là, sur le petit i là-haut, et vous allez trouver cette émission. Sinon, vous allez dans la description de cette vidéo, vous retrouverez justement le lien de cette vidéo en question où j'explique mieux l'outil d'investissement, et également le lien du site de CryptOrganize, où vous pouvez effectuer effectivement l'achat pour obtenir cet outil, à savoir que c'est un abonnement. L'abonnement, il permet simplement d'avoir la mise à jour des prix toutes les heures donc de chaque crypto, tout simplement. Et voilà, plus vous prenez un abonnement long et plus vous avez un prix dégressif. C'est vraiment très très faible en termes de prix. C'est pas quelque chose d'excessif qui vous ruinera. Et en même temps, vous soutenez le travail de cette chaîne, donc c'est tout bénef, tout simplement. En tout cas pour moi et bien sûr aussi pour vous, si cet outil vous plaît. Et bien entendu, après vous pouvez à tout moment annuler l'abonnement, bien évidemment en un seul clic. Mais tout ça, vous le comprendrez en allant plus loin dans les démarches, bien sûr, si ça vous intéresse. Alors je commence avec le sujet du jour, notamment cette analyse que je souhaite faire, comparant la temporalité avec également la volatilité. Je suis tombé sur un article donc sur le site que je préfère en termes d'actualité crypto qui s'appelle cryptonews.net. Voilà, c'est pas très connu, mais il y a vraiment, c'est un agrégateur de nouvelles, d'actualité. Vous avez vraiment tout là-dessus, vous pouvez même choisir un peu la catégorie que vous souhaitez. Et je suis tombé sur un article d'analyse technique finalement qui parle de volatilité avec quelque chose qui s'appelle la volatilité annualisée du Bitcoin. En l'occurrence ici, sur cet exemple, c'est sur 30 jours. On voit qu'on est effectivement au plus bas. La dernière fois qu'on a été aussi bas, c'était finalement avant 2018, mais ça j'ai pu le voir que sur TradingView, parce que je l'ai justement retrouvé sur TradingView, donc cet article qui est quand même relativement intéressant, finalement je le complète avec une analyse de temporalité supplémentaire. Alors qu'est-ce que la volatilité ? Bon, c'est un indicateur finalement qui mesure l'amplitude des hausses et des baisses que l'on peut voir sur le marché pour finalement un laps de temps donné. On va matérialiser ça facilement. Alors je vais zoomer un peu ici, voilà, sur le graphique.
Vous voyez que grosso modo, donc là je suis en daily, donc je zoome vraiment pour qu'on puisse voir les bougies. On observe ici que l'écart, enfin l'amplitude de mouvement ici a été de 3,6% par exemple, alors que l'amplitude de mouvement ici, je ne prends pas en compte les mèches, mais juste le corps de bougie, a été de 0,19%. Donc effectivement, à cet endroit-là, concrètement, on a une volatilité beaucoup plus importante qu'à cet endroit-là. Donc vous voyez ici on est sur deux journées différentes. Le laps de temps en question c'est des journées puisque je suis sur un graphique daily. Chaque bougie représente une journée. C'est à différencier des volumes. Voilà, les volumes c'est différent, c'est la quantité d'argent ou la quantité par exemple de bitcoin qui ont été échangés en l'espace d'une journée. Il peut très bien y avoir par exemple, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, 1000 bitcoins qui ont été échangés en l'espace d'une journée avec finalement une hausse très importante, avec une bougie par exemple de 6% de hausse. Comme il peut très bien y avoir 10 000 bitcoins qui ont été échangés en une seule journée, avec par exemple une baisse de 0,1%, c'est-à-dire un marché qui est stagnant. C'est pour ça que c'est totalement différent. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de volume que la volatilité est très importante. Vous voyez, même si généralement c'est souvent lié. Quand le mouvement s'agite, quand beaucoup de bitcoins sont échangés, souvent le marché est plus susceptible de partir dans un sens ou dans l'autre. Mais ça dépend effectivement des ordres qui sont positionnés. Si là il y a beaucoup de vendeurs et qu'ici il y a beaucoup d'acheteurs, le marché va être bloqué entre ces deux bornes. Et donc dès qu'on va toucher la borne haute, ça va déclencher finalement toutes les ventes, toutes les personnes qui veulent vendre ici, et vice versa si on touche la borne basse. Par contre, s'il y a beaucoup d'acheteurs ici, mais très peu de vendeurs ici, le marché est très susceptible de casser cette ligne par le haut. Donc on peut avoir une quantité de bitcoin échangée finalement similaire avec une hausse du marché. Voilà, bon, je pense que vous avez compris l'idée. Ici, en bas, vous voyez les bougies des volumes que j'ai ajoutées tout à l'heure. On voit par exemple que quand le marché a pris ici, je ne sais plus combien j'avais dit, 3%, on a eu 7 bougies de volume. Donc là, effectivement, normalement, on est censé avoir une échelle avec un montant, soit en bitcoin, soit en dollars, d'échanges effectués sur le bitcoin. Là, on ne l'a pas parce que sur TradingView, on voit que ça s'ajoute directement au graphique, on n'a pas l'échelle, bon, c'est pas grave. Et si on prend la bougie à cet endroit-là, vous voyez qu'effectivement, elle était beaucoup plus petite. Et donc souvent, on peut voir que c'est corrélé. Des volumes faibles se traduisent par une volatilité faible et inversement. Mais ce n'est pas toujours le cas et c'est important de le savoir. Donc on va en revenir sur notre volatilité. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais supprimer les volumes ici. Du coup, je dézoome sur le graphique ici, je reste en daily, vous voyez, et sur mon indicateur de volatilité en bas, donc de volatilité réalisée sur finalement annualisée finalement, je prends, voilà, je vais dans les paramètres et vous voyez qu'ici j'ai mis en longueur 30, ce qui veut dire que je prends en compte les 30 derniers jours pour pouvoir faire le calcul. Alors comment ça se passe en fait? Le calcul il est fait de la façon suivante. On regarde les 30 dernières bougies sur le marché et puis de façon individuelle sur chacune de ces journées, de ces 30 derniers jours, on regarde la volatilité, on les additionne, on en fait la racine carrée, enfin c'est un calcul un petit peu complexe qui au final nous donne cette volatilité pour ces 30 derniers jours projetés sur une période d'une année. Parce qu'ensuite, dans le calcul, on intègre effectivement le nombre de jours sur une année pour pouvoir trouver finalement le graphique que nous avons en dessous. Mais peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement ces 30 derniers jours ont été extrêmement faible en termes de volatilité, en termes de mouvement. Le Bitcoin, il s'est quasiment rien passé dessus en fait, ces 30 derniers jours. On est sur un point tellement faible, regardez ici, que ça correspond, regardez si je dézoome, je retourne un peu par là sur le graphique, au point qui avait été atteint ici en novembre 2018. Et qu'est-ce qui s'était passé en novembre 2018? C'était finalement juste avant le crash énorme du marché. Voilà. Alors est-ce que ça veut dire que là, le marché va forcément du coup crash de la même façon que ce que l'on a eu en 2018? C'est là qu'il faut être prudent et puis qu'on se dit qu'effectivement, il faut prendre en compte évidemment la temporalité. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, cet indicateur de volatilité vous montre simplement un moment précis où le Bitcoin ne bouge plus du tout. Ce qui forcément crée un désintérêt. On a vu que le désintérêt il est plutôt traductible par les volumes, parce que moins il y a de volume, c'est-à-dire moins il y a de bitcoin échangés et plus le désintérêt est présent, mais il y a quand même une forte corrélation entre la volatilité et les volumes. Bon, on pourrait le remettre d'ailleurs, on pourrait les remettre les volumes pour comparer ça, mais c'est vrai que regardez ici, on est à plat, et si je zoome un peu plus, même à cet endroit-là, on voit que, regardez, si on prend les 30 derniers jours, ici, on voit qu'on est sur quelque chose de complètement décroissant en termes de volume, et que voilà, concrètement on est à plat, il n'y a pas de volume non plus, donc le désintérêt il est total et ça se traduit à chaque fois qu'on a une volatilité assez faible. Donc si on fait le point de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le désintérêt est présent, on sait qu'à l'avenir il y a une forte chance, une forte probabilité pour que la volatilité augmente d'un coup,
parce que à chaque fois qu'on est venu regarder dans ce rectangle jaune que je vous ai tracé là, on a eu une volatilité accrue. J'essaie de vous montrer quelques exemples avec différentes lignes. Voilà, mais à chaque fois ça a été comme ça. Donc on peut supposer que là on va avoir également une volatilité accrue dans les semaines qui viennent. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin va monter. En fait, on ne sait pas. Ça veut simplement dire qu'a priori, très prochainement, on va voir des forts mouvements. Une forte volatilité, ça veut dire de forts mouvements. Soit ça nous fait quelque chose comme ça, voilà, mais généralement, c'est pas trop ce qui se produit. Hein. Soit on a un mouvement énorme vers le haut, soit on a un mouvement énorme vers le bas. Donc on ne sait pas. Par conséquent, on va compléter cette analyse avec la temporalité. On observe qu'aujourd'hui, le Bitcoin se trouve, si je prends le prochain halving ici, spéculé pour le 22 avril 2024, à une semaine près, ça sera à peu près ça, eh bien on a 200, alors on va arrondir à 220 bars, donc 220 jours. Voilà, donc on est à 220 jours du prochain halving. Si je prends le cycle précédent, à savoir que depuis la création du Bitcoin, notamment en 2009, le Bitcoin suit réellement ses cycles. Hein. À chaque fois qu'on a un halving, derrière on a la hausse, ensuite on a la chute, ensuite on a le halving, après on a la hausse. Voilà, c'est comme ça depuis 12 ans. Est-ce qu'on va continuer finalement à produire ce genre de phénomène? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, depuis 10 ans, c'est ce qui se passe. Donc 220 jours, on a dit. Si je reprends ici 220 jours, nous nous trouvions à cet endroit-là. Voilà. Donc c'est vrai que ce qu'on a observé, c'est que là, on était très faible également en termes de volatilité, mais qu'on est resté assez faible avec un désintérêt quand même global, jusqu'à ce qu'on ait cet énorme mouvement lié, donc c'était le 12 mars, avec le confinement international, donc le Covid, et on a eu moins 70% sur le Bitcoin dans l'espace de quelques jours, de 2-3 jours je pense. C'était extrême. Donc malheureusement, en fait, on ne peut pas en conclure grand-chose ici, on voit que c'était également une période de désintérêt, donc ça c'est vrai que c'est cohérent, hein. On est sur des cycles qui sont similaires en termes de temporalité. On a dans les deux cas un désintérêt global qui, en l'occurrence à l'époque, hein, regardez, on touchait la zone verte ici, mais avait duré quand même 165 bars par la suite. On va refaire ce travail maintenant sur le cycle encore précédent, donc là je suis encore 4 ans au préalable. Je prends le halving, donc c'était un contexte tout à fait différent, on a vu un joli arrondi ici plutôt que d'avoir un W comme celui qui s'est dessiné en 2018-2019. Je prends le halving, je prends mes 220 bars, j'arrive à cet endroit-là, vous voyez, tac. Et vous voyez que le contexte était différent. On avait donc une volatilité qui était vers les 90. On était en pleine phase de remontada, hein, effectivement, avant le halving qui s'est produit en juillet 2016, pour finalement poursuivre hein, sur cette perspective haussière. Donc si on se bloque sur une temporalité précise, on observe que ça donne rien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des zones. On retourne en 2015, on regarde ici le halving, je mets une zone qui débute sur le halving et qui va jusqu'à peu près le bottom. Donc en fait je récupère toute la phase d'accumulation du Bitcoin en 2015. Et ça, si on regarde combien de jours ça représente, effectivement ici c'est le bottom précis, on a 540 jours grosso modo. Voilà. Je fais la même chose sur le cycle de 2018, tout simplement. Je prends le bottom, précisément c'était là, et le halving, comme ça, et on voit que là, on a 517 jours. Ça colle, hein, vous voyez, grosso modo, à 20-30 jours près, les cycles sont pas mal, hein, sont pas mal respectés. Maintenant, je retourne sur le cycle actuel, on va spéculer sur le fait que ça, c'est le bottom du Bitcoin, et que effectivement le halving se produira le 22 mars 2024. Et bien là, en termes de jours, nous avons du coup 501. C'est intéressant, hein, regardez, on observe une décroissance. Donc on avait vu en 2015 536 jours, ensuite en 2018 on a vu 510, et là on voit 500. Donc on voit que ça diminue à chaque fois. Alors la première fois on a diminué de 25, ensuite de 10, donc finalement c'est pas quelque chose de similaire dans les deux phases, mais voilà, tout n'est pas forcément toujours trop beau pour être vrai, mais quand même on observe cette décroissance, on voit que le bottom à chaque fois est touché de plus en plus tard. Pareil pour les sommets d'ailleurs, mais bon c'est pas le sujet du jour. Donc on prend ces zones de temporalité, ces zones qui représentent les bottoms et les halvings. Est-ce que là nous avons touché le bottom ? On ne peut pas en être sûr encore, regardez, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. On pourrait le dire en 2024-2025, si jamais le Bitcoin vient chercher de nouveaux sommets, on pourrait dire que là c'était le bottom. Pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, bien évidemment. Mais on spécule sur le fait que ce soit le cas. Et donc là maintenant, on regarde de nouveau notre volatilité en bas, et on observe que, donc on va commencer par 2015, il faut d'abord commencer par le passé pour aller vers le présent, que pendant cette phase, on a eu on est venu chercher à une reprise, 2 reprises, 3 reprises,
la zone de volatilité qui nous intéresse, c'est-à-dire la zone basse de volatilité. Et vu que c'était des phases où le marché finalement accumulait, le marché finalement commençait à monter de nouveau pour pourquoi pas poursuivre par la suite par une réelle hausse, hein, c'était vraiment l'accumulation, hein, cette phase-là, et bien on a eu à cet endroit-là, regardez, lorsqu'on a touché cette volatilité très faible, une légère reprise de la volatilité, ça a été assez léger la première fois. La seconde fois, on a eu une puissance assez importante, hein. Regardez, on est revenu dans cette zone basse également, on a eu cette puissance importante. Et la troisième fois, c'était, je vais essayer de le matérialiser ici, à cet endroit-là. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a eu? Pareil, la hausse énorme. Donc les 3 fois où on est venu chercher une zone de volatilité faible, eh bien, on a eu un marché haussier. On a vu tout à l'heure que la volatilité ne pouvait pas nous dire si le marché allait être haussier ou baissier par la suite. Par contre, quand on regarde la temporalité et la phase de marché actuelle, en 2015, eh bien, à 3 reprises, quand on est venu chercher cette zone, le marché est monté. Voilà, c'est simplement ça que je voulais vous faire remarquer. On va reprendre le marché maintenant de 2018, donc 4 ans plus tard. Et là, pareil, on est venu chercher cette zone basse, donc dans cet espace-temps qui représente notre espace actuel. Du coup, hein, si on se reporte maintenant à 2023, eh bien, on est venu chercher cette zone à une reprise. On l'a touché à cet endroit-là, mais c'est tout. On n'est pas venu la chercher en fait dans cette phase pré-halving. Et effectivement, les 2 fois où on est venu chercher cette zone, on a eu tout d'abord cette hausse très importante. Et ensuite, regardez ici, à cet endroit-là, c'était moins évident, mais on a eu cette légère petite hausse, c'était pas grand-chose. Vous voyez ici que derrière, hein, on n'est pas revenu chercher cette zone. Donc, on a eu certes le crash Covid, qui fait que la volatilité a énormément augmenté. On était dans une phase avec une volatilité assez basse. Pour moi, ça, c'est un événement à part, le Covid. C'est pas quelque chose qu'on va forcément voir se produire tous les 4 ans, à chaque fois, juste avant le halving, etc. C'est pour ça que c'est un événement spécifique à part. Mais c'est vrai que malgré tout, dans cette phase, quand on regarde les choses de façon très objective, on a eu un W qui s'est dessiné, concrètement, et le bottom, ça a bien été ce point-là. Même si le Covid a créé de la panique, on n'a pas fait de nouveau plus bas, en fait, sur le Bitcoin. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir ça. On peut également regarder ce qui s'est passé après le halving, mais bon, on va pas tout faire d'un coup. Et ici, maintenant, si on reprend la phase actuelle, c'est différent. On voit qu'on s'enfonce, hein, en termes de volatilité, on s'enfonce dans les abysses, hein. On est très très bas ici. On est venu chercher cette zone déjà une fois, ici 2 fois, et là, en fait, on est finalement sur la 3e occurrence. La première occurrence, marché haussier. Deuxième occurrence, marché haussier. Troisième occurrence, on ne sait pas encore, c'est le marché actuel. Voilà, donc cette analyse que je viens de faire qui prend en compte la volatilité et la temporalité nous montre que la probabilité d'avoir un marché haussier lorsqu'on vient chercher une volatilité faible est beaucoup plus importante que la probabilité d'avoir un marché baissier, puisque c'est ce qui s'est passé en 2018 et c'est ce qui s'est passé en 2013. Est-ce que ça va de nouveau se produire en 2023 ? Je n'en sais rien. Voilà, je vous laisse là-dessus, c'est la conclusion de cette analyse. Mais les niveaux effectivement à la hausse intéressants, si jamais la probabilité la plus importante se confirme, c'est-à-dire un marché haussier dans les semaines qui viennent, mois qui viennent, eh bien on a quoi comme niveau? On a les 36 000 dans un premier temps, les 42, les 48 et les 57 000. Je ne pense pas évidemment, je ne crois pas non plus que l'on puisse venir chercher un nouveau sommet sur le Bitcoin avant le halving. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait improbable, puisque pareil, ça s'est jamais produit. En tout cas, si on prend l'historique de ces 10 dernières années, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit. Alors maintenant, je vais zoomer un petit peu sur ce graphique, voilà, sur cette partie du graphique la plus récente. On a un Bitcoin qui navigue vers les 28 400, 28 500 dollars. Donc là, on est en chute, hein, en ce moment même. On va se mettre ces 2 lignes, ces 2 niveaux qui sont matérialisés sur le daily ici. On voit qu'on a on a intégré cette zone de range le 17 mars 2023. On navigue dans cette zone depuis déjà un petit moment. Et on peut voir sur le daily que là, on a fait un nouveau plus haut sur le Bitcoin, un RSI qui divergeait légèrement. La confirmation de la divergence à cet endroit-là, sur cette cassure-là, je vais passer sur du jaune, ouais, plutôt. Et ici, le marché qui s'est enchaîné par quelque chose d'assez baissier, vous voyez. On vient chercher un RSI assez faible. De nouveau, on a cette hausse. On voit que le marché peine en fait, hein, à casser cette ligne de résistance qui est une forte ligne de résistance sur le long terme, hein. C'est les 31-32 000 dollars. Pourquoi c'est une forte ligne? Regardez, c'est les niveaux bas précédents ici qu'on avait touché en pleine phase haussière, hein. Regardez, lorsqu'on avait construit cet énorme M. Voilà, bon, bref, vous comprenez un peu l'idée. C'est un fort niveau de résistance. Donc on vient le chercher de nouveau. Et on voit de nouveau également, regardez le Bitcoin qui établit plein de petits sommets de plus en plus haut en termes de clôture daily. Pareil, la divergence qui se dessine
ici sur le daily, et là bim, on retrace. Et je suis finalement obligé de dézoomer en weekly pour poursuivre cette analyse, parce que ce qu'on observe en weekly maintenant, c'est également cette zone de divergence, c'est-à-dire un marché qui monte, un RSI qui baisse, mais ce qu'on observe en weekly, c'est que la cassure n'est pas encore effective ici. Vous voyez, il faut qu'on aille chercher ce point donc, au niveau du RSI en dessous de cette ligne pointillée que je viens de mettre, pour supposer que là, effectivement, on puisse revenir chercher le bas du range, notamment les 24 000. Si effectivement, là, cette semaine, vous voyez un marché qui perd encore 2-3%, qu'on retourne vers les 27 200, que là, vous voyez un RSI qui plonge en dessous de cette ligne, il est fort probable, effectivement, que là, on retourne vraiment sur ce point de support. Donc, pour conclure, j'aimerais vous dire que tous les espoirs sont possibles. Tant que sur le RSI en weekly, on ne nous dessine pas une confirmation ici, eh bien, la possibilité de voir un Bitcoin qui casse cette zone pour aller chercher les 36 000 dans un premier temps est bien sûr toujours possible. Puisque en parallèle, là il n'y a pas de divergence confirmée, il y a une divergence mais elle n'est pas confirmée en fait, parce qu'en parallèle, comme je le disais sur le daily, la divergence qui a été confirmée et la chute du cours actuel avec le RSI qui s'enfonce vers la zone de survente est selon moi suffisante pour que maintenant soit on dessine une divergence, soit pas, mais qu'effectivement il y a un retournement qui se produise aux environs de cette zone de prix qui en fait matérialise concrètement la zone de rechargement du range en fait sur lequel nous naviguons entre les 27 500 et les 26 300 $. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre avec attention. Je pense qu'une fois par semaine on fera le point là-dessus. On le suit une fois par semaine. Je pense le Bitcoin avec des analyses un peu plus approfondies, ça suffit largement et on consacre un peu le reste du temps aux altcoins. Je pense que si le marché continue dans ce sens, c'est-à-dire être ennuyant comme cela, je vais probablement aller me renseigner sur les protocoles, aller vraiment les utiliser un peu plus en détail. Je pense notamment à Compound, dont on avait parlé sur la chaîne il n'y a pas si longtemps. J'avais fait Change Finance, que j'avais fait un tuto dessus sur une émission il n'y a pas si longtemps. Et voilà, il y a le Layer 2 de Coinbase aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui effectivement est un gros succès, en tout cas pour un début comme ça en plein bear market, c'est pas mal. Donc ça peut valoir le coup également de voir les applications qui y a dessus, voir comment ça marche. Voilà, je pense un peu à tout ça en parallèle, donc peut-être que la semaine prochaine on ira voir ces choses-là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine émission. Ciao tout le monde.